What's up guys, et sur cet épisode, on vous parle de stablecoin et de leur adoption dans le monde corporatif. Restez des nôtres. Aujourd'hui, on est en présence et en compagnie de Monsieur Gory et moi-même, Samuel Lévesque. Et Gory a amené un sujet super intéressant. Il était comme Sam, on devrait parler des stablecoins. On doit parler de ça. On doit parler des stablecoins, de tout ce qui se passe avec les stablecoins actuellement, que ça soit des stablecoins décentralisés, centralisés, que ça soit les monnaies digitales que le gouvernement essaye de mettre en place et l'adoption aussi des stablecoins dans le monde corporatif. Alors, je vais laisser Gory commencer parce que je pense qu'il avait une belle liste de questions ou choses qu'il voulait qu'on discute par rapport à ça. Et c'est un très bon sujet à parler. Surtout que dernièrement, on parlait de tokenisation, du digital, du monde qui devient de plus en plus digital et tokenisé. Et clairement, les monnaies digitales et les stablecoins vont faire une grande partie de notre futur. 100%. So, guys, pas guys. Je suis tellement habitué à parler dans mes lives que je dis toujours guys. En tout cas, mais Sam, regarde, je suis curieux. Pourquoi tu dirais des géants comme par exemple Amazon, PayPal, Uber, ils s'intéressent tellement aux stablecoins? En fait, quelque chose qu'il faut réaliser, puis que je vais faire un pont avec un sujet qu'on a parlé dernièrement qui était Ondo Finance et le fait qu'ils étaient en train d'essayer de tokeniser des actions comme américaines comme Apple, Microsoft, etc. Puis les gens pourraient se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Apple voudrait se faire tokeniser ou des choses comme ça? Et la réalité, c'est pourquoi ils ne voudraient pas en fait? Parce qu'à la fin de la journée, si maintenant j'ai la capacité d'avoir mes actions de Apple qui se sont fait tokeniser ou de Microsoft ou des choses comme ça, pour Microsoft ou pour n'importe quelle compagnie, ça ne change rien. L'argent va quand même à eux et ils peuvent l'utiliser pour leurs opérations, pour croître, pour créer de la production et normalement de la croissance. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ouvre un tout nouveau secteur qui est en pleine croissance avec énormément d'argent et attirer ces gens-là. Par exemple, quelqu'un qui est pro-crypto, honnêtement, il ne va pas aller nécessairement acheter des actions de Apple ou de Microsoft. Mais s'ils sont tokenisés et qu'il peut les acheter maintenant en token et même faire de la DeFi avec ou des choses comme ça, c'est une autre histoire. Donc pour eux, ils n'ont rien à perdre, mais tout à gagner. Et je pense que c'est un petit peu la même chose maintenant pour faire le parallèle avec les stablecoins dans le monde corporatif et des entreprises. Ils ont tout à gagner, ils n'ont rien à perdre. À la fin de la journée, d'accepter ces monnaies-là, ça leur permet d'avoir potentiellement plus de clients, plus de parts de clientèle, peut-être même dans certains cas recevoir l'argent plus rapidement, de façon plus transparente et plus simple. Parce qu'ils éliminent les intermédiaires. Okay. Exactement. Donc même s'ils utilisent des processeurs de paiement ou qu'ils avaient des frais, ces frais sont plus là parce que souvent quand la personne va te payer en stablecoin, c'est la personne qui va payer des frais à l'intérieur de la transaction. Et si tu utilises une blockchain avec des coûts de transaction très faibles, ça va presque rien te coûter de toute façon. Le réseau, plutôt devrais-je dire, si tu utilises un réseau avec des frais de transaction très bas, ça va presque rien te coûter. Toi, tu l'envoies, la personne le reçoit tout de suite, il n'y a presque pas de frais, c'est transparent. La compagnie l'ouvre aussi ses frontières à peut-être certains pays ou certaines régions dans le monde que c'était plus difficile de faire des paiements. Tu sais, si vous êtes au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, etc., c'est très facile les paiements. On va, on a des cartes bleues, carte Visa, carte ci, carte ça, on va et puis on paye. Mais il y a des endroits dans le monde que c'est pas encore comme ça avec les cartes de crédit, les cartes. Il y a encore des endroits dans le monde où les gens payent beaucoup en liquide. Ouais, ils ont pas de... Comme en France, ils appellent ça des terminals. Ici au Canada, Exactement. On appelle ça plus des machines Interac, right? Exact. Il n'y en a pas. Il n'y a pas nécessairement de carte de guichet, de carte bleue, de carte de banque, de carte de crédit. Donc aussi, les stablecoins, qu'est-ce que ça permet? C'est d'aller chercher une clientèle beaucoup plus large dans des endroits dans le monde qui étaient peut-être moins avancés de ce côté-là ou que c'était un petit peu plus difficile ou qui utilisaient d'autres façons de payer. Donc, je pense que pour ces entreprises-là, ça fait juste du sens et ils suivent le flow. Pourquoi ne pas le faire s'il y a de plus en plus d'argent qui va là et que ça peut augmenter ma clientèle? Est-ce que tu dirais, toi actuellement, les 2 ou les 3 plus grosses compagnies à travers le monde reliées à ces
ces terminals, ces machines interactives, etc., c'est Visa, Mastercard, Amex, etc., tu vois. Est-ce que tu dirais que dans les prochains 3 à 5 ans, ils auraient enfin de la vraie compétition puis ils vont arrêter d'être une monopole? Peut-être que j'exagère un peu lorsque je dis monopole. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais... c'est quand même vrai qu'ils ont un bon contrôle. Est-ce que cependant, ça peut venir avoir un impact? Absolument. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu de grosses compétitions, mais je pense que la crypto et la DeFi, c'est pas juste en train de compétitionner Visa et Mastercard. Ça crée de la compétition et de la rivalité pour toutes les institutions financières, bancaires, moyens de paiement. Et soit tu évolues, soit tu meurs. Tu sais, souvent, les gens, ils réalisent pas ça. Comme dernièrement, on parlait de JP Morgan. Comment JP Morgan, maintenant, tu peux emprunter contre ton BTC ou ton ETF de BTC que tu as avec eux. Puis tout le monde était excité. Mais je m'excuse, il n'y a rien d'excitant là. S'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et vous allez me dire, ouais, Samuel, c'est la plus grande banque du monde. Et alors, Blockbuster, c'était une des plus grosses compagnies du monde. Ils avaient 8000 points de vente, 60 000 employés, je pense, quelque chose comme ça. C'était un truc de malade mental, le chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Et oui, et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Blockbuster en Europe, c'était un endroit au Canada et aux États-Unis où tu pouvais aller louer tes films, là, avant que Netflix et tout ça soit populaire. C'était Blockbuster et Vidéotron. Et Vidéotron, ouais. Mais Blockbuster était beaucoup plus gros que Vidéotron, par exemple. J'avoue, c'était beaucoup plus cool. C'était énorme, énorme, énorme. Et puis finalement, ben, ils ont fait faillite, ils ont fermé. Et puis Target au Canada, ils sont fermés. Et puis, comment ça s'appelle? Sears, ils ont fait faillite et ils ont fermé. Pourtant, ils étaient énormes. Si quelqu'un se souvient des Zellers, ça veut dire, c'est sûr que vous avez de la barbe, là, quelque part. Et on utilise ces exemples-là présentement qui étaient toutes sortes de compagnies américaines et canadiennes, mais c'est la même chose en Europe. J'ai juste moins de références parce que je n'ai pas vécu en Europe. Mais la réalité, c'est que n'importe quelle entreprise, des entreprises qu'on se disait, comme dans le cas de Blockbuster ici, en 1980, tu pouvais même pas t'imaginer que Blockbuster pouvait faire faillite. Je veux dire, tu vas faire ton film, mais c'est parce que tu pouvais même pas t'imaginer qu'un jour, ça allait être digital puis que tout le monde allait avoir Netflix. Puis bon, donc, en tout cas, il y a toutes ces choses-là que les gens ont de la misère à réaliser. Puis, mon point par rapport à ça, c'est que en fait, ça n'a pas le choix d'évoluer. Visa, Mastercard, etc. Soit ils vont évoluer et commencer à utiliser ça et même le plus rapidement possible. D'ailleurs, Visa, ils ont déjà commencé à travailler avec des compagnies crypto et la blockchain depuis 2020-2021, mais ils n'ont pas le choix parce que oui, maintenant, on les voit comme des géants, mais tu sais quoi, un géant, s'il évolue pas vite, il fait juste tomber de plus haut. Comme un peu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kodak, c'est les photos, caméras photos, mais après, iPhone sont venus avec des caméras de malade mentale, puis là, ils étaient un des plus hottest actions, tu vois, Ouais, puis après, ça a juste tombé à l'eau. Mais en tout cas... Mais personne ne pouvait s'imaginer. C'était comme, ben, tout le monde va toujours prendre des photos. Oui, mais tout le monde va toujours pas prendre des photos de la même façon. Et c'est là où les gens, ils ont une pensée très limitante, comme dans leur vie de tous les jours. Par exemple, tu me dis, ah ben, il y a toujours des gens qui vont me faire des tatous. Non, il y a toujours des gens qui vont se faire des tatous. Mais ça va pas être la même façon. C'est comme si tu dis, les gens, ils vont toujours utiliser une façon de communication. Oui, avant, on envoyait des pigeons et ensuite, ça a été des gros télé... Ben, même pas, il y a eu les télégraphes, là, les tic-tic-tic-tic-tic. Je m'en souviens de ça. Et après ça, il y a eu les téléphones là, avec la petite roue, puis après les téléphones que tu avais ton fil, que si jamais tu étais au téléphone, l'Internet coupait. Et que si quelqu'un prenait la ligne en même temps que toi, tu entendais sa conversation si c'était chez toi. Puis après, tu as eu les premiers téléphones cellulaires qui étaient énormes, puis les téléphones genre moto, là, Allo Moto, que tu tournais, les flip phones. Puis maintenant, c'est un téléphone intelligent. Puis les gens vont dire, ah, OK. Mais oui, la communication va toujours rester la même. Mais vous savez quoi? Un jour, on va tous avoir un chip dans la tête en mode Neuralink et puis tu pourras appeler la personne directe de ta tête. Appelle Gori. Puis tu vas même plus rien avoir dans les mains. Puis je veux dire, donc, est-ce qu'on va toujours se transporter? Oui. Est-ce qu'on va toujours communiquer? Oui. Est-ce qu'on va toujours manger? Oui. Est-ce qu'on va toujours habiter dans une maison? Oui, 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 oui et oui. Mais est-ce que ça va rester pareil? Non. Est-ce que les gens peuvent même s'imaginer de comment ça va être? Absolument pas. Tu sais, on dit par exemple, le transport va évoluer. Puis là, les gens se disent, c'est quoi le futur de la voiture? Mais qu'est-ce qui dit que la voiture a un futur? Peut-être que justement, la prochaine chose, ça n'a rien à voir avec une voiture. Et de la même façon que les gens se disaient, c'est quoi le futur des
des DVD et tout ça, ben en fait, c'était même pas des DVD, en fait, ça n'existe plus. C'est tout en ligne, c'est donc le futur des films. Et pourquoi je dis ça? Ben c'est, voilà quoi, il faut absolument, ces compagnies-là n'ont pas le choix. Tu sais, présentement, on parle beaucoup de DeFi et de TradFi, la finance traditionnelle. Et les gens sont comme, la finance traditionnelle versus la DeFi. Mais je m'excuse, mais dans 10 ans, on va plus parler de finance traditionnelle. La DeFi va être la finance traditionnelle. Comme maintenant, justement, pour reprendre un exemple, et je te parle plus de téléphone en ligne. Quand tu parles d'un téléphone, ton téléphone, c'est un téléphone intelligent. Oui, les gens utilisent encore le terme téléphone intelligent. Mais quand je te dis téléphone, tout le monde parle d'un téléphone intelligent parce qu'il n'y a plus cette distinction. Tout le monde a un téléphone intelligent. Tandis que dans le temps, quand on disait les téléphones intelligents, mais il y avait encore des gens qui avaient des vieux téléphones, puis ainsi de suite. Mais maintenant, c'est la même chose. On parle de finances traditionnelles et de DeFi, mais la réalité, c'est que d'ici peut-être 10 ans, la DeFi et la finance traditionnelle, ça va être la même chose. Et ils n'ont pas le choix parce que si des compagnies comme JP Morgan, Visa, Mastercard, etc. n'évoluent pas, les gens vont juste utiliser la DeFi pour faire des choses qu'avant, c'était réservé seulement aux plus riches des plus riches, dans du private banking et tout ça, mais maintenant, tout le monde peut le faire. Donc, soit tu me donnes le service, soit je vais aller le faire et tu perds de la clientèle. Et tôt ou tard, comme n'importe quelle grosse compagnie, tu n'évolues pas, tu meurs. 100%. Ça, c'est vraiment le côté, on peut dire, tu vois, ça serait le côté négatif pour les entreprises, tu vois, si tu n'évolues pas, tu meurs. Mais maintenant, pour des gens qui veulent développer, admettons, leur propre stablecoin, tu vois, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Genius Act. Tu as déjà entendu parler de ça? Genius Act. So, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi Genius Act, c'est une entité. Je vais vous dire c'est quoi que ça veut dire. Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin Act. Alors, en réalité, c'est une entité qui s'assure que les gens qui développent leur propre stablecoin, ils le font bien. Est-ce que tu penses que cette entité-là, c'est quelque chose qui va les aider à accélérer les gens qui veulent commencer leur propre stablecoin, ou sinon, ce serait plutôt un frein à cette innovation? Après, tu sais, c'est comme il n'y a pas du bon ou mauvais. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, ici au Québec, ils vont dire « l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, c'est mauvais, ils ne laissent pas faire ci, ça, ça. » Mais c'est faux. Oui, peut-être que si tu as des bonnes intentions et que tu fais les choses bien, tu sens qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Mais il faut aussi comprendre que la raison pourquoi ils le font, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont fait de la fraude, des scams, puis plein de trucs illégaux, et ils le font pour protéger les gens. Donc, ce genre de règles-là, encore une fois, est-ce que oui, pour quelqu'un qui veut créer un stablecoin, ça peut devenir plus complexe et tout ça? Oui, mais si tu veux vraiment le faire, tu vas pouvoir le faire et le faire de la bonne façon. Parce qu'après, il y a eu plein de stablecoins dans des trucs comme le stablecoin de Terra Luna et des choses comme ça, que c'était des gros scams et ça a fait faillite et ils sont partis avec des millions, des centaines de millions, voire dans certains cas des milliards de dollars. Donc, est-ce que ce genre de réglementation, cadrage vient peut-être mettre un peu plus de bâtons dans les roues? Oui et non. Parce que, en fait, à la fin de la journée, ça pousse les gens qui font ce stablecoin-là à suivre des règles et à faire des stablecoins de bonne qualité. Et à moyen long terme, c'est excellent parce que la confiance du public va augmenter vu que maintenant, il y a une certaine qualité qui n'était pas là. Donc, au contraire, je pense qu'à moyen long terme, c'est quelque chose d'excellent, autant pour s'assurer que les projets sont de qualité et bien faits que pour protéger le public contre ce genre de situation, de scam, de fraude. Puis pour les compagnies, c'est actually excellent, par exemple. Les stablecoins, parce que j'ai parlé du mauvais côté des compagnies qui s'adaptent pas, mais les compagnies qui s'adaptent, comme JP Morgan actuellement, et qui prennent le bateau avant que tout le monde le prenne, mais il y a toujours deux choix avec les technologies et l'évolution. Soit tu prends le bateau avant tout le monde et t'en profites à fond, soit tu adoptes en même temps que tout le monde, et donc ça fait pas mal, mais ça donne pas d'avantage non plus. Ou tu adoptes après tout le monde, tu te le fais enfoncer dans le fond de la gorge parce que tu n'as plus le choix,
Et là, habituellement, c'est problématique, surtout pour des entreprises. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne change pas grand-chose, à part que tu aurais pu faire beaucoup d'argent en adoptant quelque chose avant tout le monde. Mais pour une entreprise, c'est problématique parce que si tu es dans les derniers à le faire, tu es mort en fait. Donc, les entreprises, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu es dans les premiers et tu vas croître, soit tu n'es pas dans les premiers et tu risques de mourir. Donc, c'est sûr que pour des entreprises, c'est extrêmement avantageux de prendre avantage là-dessus. Puis là, on parle de ça comme si c'était récent, mais c'est faux, là, Google et tout ça, là. Je veux dire, Samsung, ils ont une blockchain depuis 2015. BlackRock, ils ont une blockchain depuis 2015. C'est des blockchains privées, là. Mais ça fait 10 ans, là. Donc, non, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de choses super intéressantes. C'est juste qui va être capable de s'adapter, évoluer et prendre le bateau avant les autres, en fait. Je suis vraiment curieux par rapport à ça. Puis, je suis vraiment curieux aussi, tu vois, l'entreprise ou l'entité qui décide de prendre l'avant dans cette industrie, est-ce qu'il y aura une sorte de monopole aussi, un peu comme Visa et Mastercard, tu vois? Je suis curieux par rapport à ça. Si oui, ça serait qui cette entité qui... À la fin de la journée, le but de n'importe quelle compagnie, ça va toujours être d'avoir le monopole, comme dans le jeu Monopoly. Non, mais tu sais, je fais une blague comme ça, mais littéralement, avoir le monopole, c'est avoir le contrôle sur le marché. Pour une compagnie, c'est le meilleur endroit où être. Puis les gens vont être comme « Ah non, cette compagnie a pris le monopole. » Mais tu ferais la même chose. C'est un monde de compétition. C'est un monde extrêmement dur. Tout le monde pointe les compagnies de gauche à droite. « Ah, eux, ils ont fait ça. Eux, ils ont dit ça. » Mais essayez donc d'en avoir une compagnie. Essayez donc d'enrouler une compagnie. Une compagnie, c'est un sport de haut niveau où tous les jours, tu risques de perdre et de te faire massacrer. Mais tu sors dehors quand même et tu le fais. Donc, c'est comme si on dirait « Ah, lui, oh non, il s'entraîne et il veut être premier aux Jeux Olympiques. » Il veut battre tout le monde et être le meilleur. Personne n'a jamais dit ça là, sur Kobe Bryant. « Hey, Kobe Bryant, il défonce tout le monde, il les domine tous. » Dans le sport, tu ne vas jamais entendre comme quoi c'est problématique. Mais la réalité, c'est que l'entrepreneuriat et la business, c'est un sport. Un sport à haut risque. Et c'est normal que les compagnies vont vouloir dominer et avoir le monopole. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est une question complètement différente où on peut parler pendant longtemps. Mais dans un univers hyper compétitif, tu vas dire quoi? Oh non, moi, je veux être le dernier? Ben, t'es pas... En fait, c'est correct, mais juste, va pas dans un milieu de compétition. Va pas faire de la compétition si tu veux pas compétitionner. Et puis l'entrepreneuriat, ben, c'est ça. C'est un milieu de compétition, donc juste va pas là. Alors, c'est correct. Juste, vas-y pas. Après, c'est sûr que oui, on peut voir des monopoles comme sur certains projets comme Ethereum pendant un bout qui, honnêtement, tout se bâtissait sur eux. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec la crypto et avec à quel point on est connecté et même, devrais-je dire, interconnecté maintenant dans le monde, c'est qu'il y a tellement de compétitions possibles. Tu peux avoir un jeune de 15 ans en France qui ouvre son ordinateur, qui regarde le code open source de Uniswap et qui décide « je vais le copier, mais améliorer ». Tu peux avoir un autre jeune de 17 ans en Thaïlande qui voit ce que l'autre a fait. On est tellement interconnectés, puis avec la crypto et la DeFi et tout ça, c'est plus facile que jamais de créer un projet, une entreprise à moindre coût et à juste prendre quelque chose que quelqu'un a fait et l'améliorer. Puis là, les gens vont dire, ben ça, c'est pas bien, c'est du copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller en business. La voiture, c'est quoi? C'est du copier-coller là. Quelqu'un a fait une voiture, puis après, quelqu'un d'autre a dit, je vais faire la même chose et l'améliorer. Notre monde, c'est ça. Tu prends ce que les autres ont fait avant toi et tu l'améliores. Si on n'avait pas fait ça, on serait encore en train d'essayer d'allumer un feu. On a toujours pris ce que les autres ont fait avant nous et on l'a amélioré. On bâtit par-dessus. C'est ça, évoluer. C'est ça, la civilisation. Maintenant, le truc, c'est que ça arrive à une échelle de vitesse exactement incroyable et exponentielle. Et donc, la compétitivité est extrêmement haute. Puis ça, je pense que pour avoir le monopole, ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Nous, tout ce qu'on partage ici, ce n'est pas des conseils financiers. Donc, on n'est pas conseiller financier, c'est à titre éducatif. Et donc, faites-le, éduquez-vous. Éduquez-vous, prenez vos décisions. Ce n'est pas est-ce que je dois aller en crypto ou pas, est-ce que je dois
investir ou pas, juste éduquez-vous sur les sujets et ensuite prenez vos décisions. Mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous ne prenez pas action, il n'y aura pas de changement. Donc, il faut prendre action, il faut prendre des risques. Des risques, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter son argent par les fenêtres puis se couper un bras. Il faut prendre des risques. Non, il faut prendre des risques contrôlés. Mais on est dans un monde qui évolue, puis la meilleure question qu'on peut se poser dans ce monde qui évolue, c'est comment est-ce que ça va être fait dans 20 ans? Comment est-ce qu'on va payer dans 20 ans? Comment est-ce qu'on va faire des tatous dans 20 ans? Comment est-ce que ça va être l'automobile dans 20 ans? Et peut-être c'est pas une automobile, qui sait? Comment va être le transport dans 20 ans? Comment va être les paiements dans 20 ans? Se poser la question, comment est-ce que ça va être fait dans 20 ans? Pour moi, c'est clair que la DeFi et la crypto et les stablecoins et tout ça, c'est où on s'en va. Et sûrement que dans 20 ans, ça va être très différent même que ce que c'est maintenant et même ce que je me serais imaginé, surtout à la vitesse à laquelle ça va. Voilà. Merci pour ton temps, merci pour cet bel épisode, Gori. Ah, bienvenue. Et comme il a dit, on se voit sur un prochain épisode. Et